pas né en 1916, ni en 1922. Ça s'appelait Cameroun River. C'est-à-dire, avant même l'arrivée des Allemands, ce pays a été déjà partiellement constitué avec ce nom-là, Cameroun River. Quand on me pose la question de la réunification du Cameroun, c'est qu'il convoque sur le plan historique avec les arguments juridiques clairs pour dire que monsieur réunifié, c'était un pays uni avant. L'État fédéral n'a hésité que parce que le projet était d'aller se réunifier après. Ce n'est pas une affaire hasard. Faites le lien entre la fin des accords secrets de coopération et la mise en orbite du mouvement dit anglo-anglophone. Vous allez comprendre. Des gens qui ont été élus par personne, qui se sont autoproclamés leaders, qui tuent, qui violent, qui confisquent la souveraineté, une partie de la souveraineté du pays. On a vu des dirigeants des partis politiques accepter que le pays, c'est deux nations. Une nation anglophone et une nation francophone. M. Foundi a dit que s'il était jeune, il aurait rejoint l'Amazonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Foundi était sécessionniste. Quels sont les liens entre, Bachir, la sécession et les droits de l'homme? Est-ce que les droits de l'homme se font désormais en dehors de la légalité? Si les anglophones étaient des gens sérieux, Mme Manuela Siki, c'est devant les ambassades anglaises qui iraient manifester. Monsieur Ayouk a été arrêté, hein? Il a parlé. Hein? Les gens qui appuient le gouvernement camerounais, ils croient vraiment aux droits de l'homme et à la démocratie et ils ferment les yeux sur les crimes amazoniens. Quel est le sort que les Amazoniens réservent dans ces deux régions à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux? Le vrai chef sécessionniste qui se cachait est sorti du bois. L'ambassadeur américain n'est que le représentant de l'État qui est derrière les sécessionnistes, les Américains. Le chef sécessionniste. Ils sortent parce que leurs troupes ont le moral au plus bas. Donc il faut de nouveau les galvaniser et les respectabiliser dans une aventure dont le caractère mercénarial et aventurier est désormais évident pour tous. Le Cameroun n'est pas né en 1916, ni en 1922. Ça s'appelait Cameroun River. C'est-à-dire, avant même l'arrivée des Allemands, ce pays a été déjà partiellement constitué avec ce nom-là, Cameroun River. Ce n'est pas l'initiative de l'Allemagne qui est née le Cameroun. C'est que Mangabel comprend que les Douala n'ont pas d'avenir s'ils ne vont pas chercher le renfort dans l'Interland. Quand on me pose la question de la réunification du Cameroun, c'est qu'il convoque sur le plan historique avec les arguments juridiques clairs pour dire que monsieur réunifié, c'était un pays uni avant. Le traité germano-douala, entre guillemets, dépasse la dimension, ça va. C'est un traité authentiquement national. Les franco-anglais, il faut rappeler par le nom qu'ils méritent l'acte qu'ils ont posé. C'est un crime. Ce sont des voleurs. Ils se sont partagés le Cameroun, mon Dieu. Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? Allez-y. Qu'à la veille donc des indépendances, l'ONU, incompétent devant le dossier camerounais, dépassé devant le dossier camerounais, parce qu'elle était manipulée par les franco-anglais. J'ai parlé ici du traité Churchill-De Gaulle. Manipulée, a baissé les yeux devant le fait colonial français, qui a transformé la tutelle en fait colonial. Et la France a transformé la tutelle en fait colonial, sous le silence des Anglais, parce que Churchill avait dealé avec De Gaulle pour que la France, n'est-ce pas, pillant ses colonies, apporte sa part de contribution à l'effort de guerre. Voilà les faits historiques, mon cher ami. Donc, incompétente devant le cas camerounais, elle a inventé un faux référendum. Elle a été incapable de répondre à la demande, même des soi-disant camerounais anglophones. Elle a un faux référendum truqué. Voulez-vous choisir? Voulez-vous devenir camerounais ou voulez-vous devenir nigérien? C'était ça la question. Drôle de question. Une question en elle-même libellée de manière criminelle. Et nous avons la crise anglophone. Voilà les faits. Voilà les crises anglophones. Par rapport à cette dynamique qui s'est créée, les Camerounais ont décidé de changer l'histoire. Le président Ahidjo, qui par les méandres que l'histoire seule maîtrise, est devenu président, a été obligé, étant conscient du caractère dangereux de ce contentieux, a entrepris de réunifier le Cameroun, réalisant ainsi une demande historique des UPCistes. Tout à fait. L'État fédéral n'a hésité que parce que le projet était d'aller se réunifier après.
Ce sont des faits historiques que les gens aiment nier. C'est-à-dire que l'État fédéral, là, le but là, c'est constitué pour aller à la réunification. C'est pour ça que dès 1961, les dynamiques d'harmonisation se mettent en place. Au niveau judiciaire, au niveau administratif, même au niveau monétaire. 1972 n'est que le couronnement de ce processus qui était la raison d'être de l'État fédéral. Aujourd'hui, on a renversé l'histoire. Donc, à la veille des indépendances, on nous avait déjà imposé les accords secrets de coopération. De Gaulle crée l'État du Cameroun par décret. Ce n'est pas une affaire de hasard. Faites le lien entre la fin des accords secrets de coopération et la mise en orbite du mouvement dit anglo. Vous allez comprendre. On affaiblit le patriotisme camerounais, on liquide les patriotes camerounais. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous allons à l'indépendance avec un caillou dans la chaussure. Alors que les accords secrets de coopération se sont épuisés, de manière juridique, c'est terminé. Il est question qu'on le renouvelle ou pas. Et leur non-renouvellement signifie l'émancipation des peuples africains et des États africains. Vous ne comprenez pas que les mêmes gens qui ont réchauffé l'affaire hier remettent ça à l'ordre du jour? Est-ce par hasard que tout ce qui est derrière comme soutien à ce mouvement est aux États-Unis? Des gens qui n'ont été élus par personne, qui se sont autoproclamés leaders, qui tuent, qui violent, qui confisquent la souveraineté, une partie de la souveraineté du pays. On nous a dit, non, vraiment, ils sont la violence des deux côtés, qualifiant l'État d'être violent, alors que l'État restaurait l'ordre et voulait faire respecter la loi. On a vu des dirigeants des partis politiques accepter que le pays, c'est deux nations. Une nation anglophone et une nation francophone. Tous les partis de ces pays-là, tous les partis ont joué ce jeu, Bachir. Voilà pourquoi nous avons dit, nous, que tous ces partis-là sont des sécessionnistes. Tous ceux qui ont voulu compter, d'une manière ou d'une autre, sur l'action de ces bandits de grand chemin-là, pour exister politiquement, faire pression sur l'État, sont des sécessionnistes, Bachir. Monsieur Foundi a dit que s'il était jeune, il aurait rejoint l'Amazonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur Foundi était sécessionniste. Quand on voulait diviser l'armée en armée anglophone, en armée francophone, Bachir, est-ce que vous savez qu'il y a eu des déserteurs dans l'armée du Cameroun? Les gens ont déserté, Bachir. On s'en souvient, le voilà. Général Méligui en a parlé. Très bien. Oui. Au nom de l'appartenance à une entité anglophone. Mais Bachir, vous voyez à quel niveau c'est arrivé? L'armée du Cameroun, on veut la diviser depuis. L'Occident cherche à le faire depuis. Eh bien, ils ont trouvé le chemin. Qui sont derrière les anglophones? Même gens qui sont derrière le coup d'État en Guinée, Bachir. Même gens qui sont derrière la Catalogne. C'est qui? Monsieur Soros. George Soros et les autres. Vous ne savez pas quand l'Amnesty International est en grande partie financé par Monsieur Soros? Il faut vous apprendre ça encore, vous les Africains. Quels sont les liens entre, Bachir, la sécession et les droits de l'homme? Est-ce que les droits de l'homme se font désormais en dehors de la légalité? Puisque quand l'Amnesty International vient dans un État, Bachir, mais qui protège l'Amnesty International? Qui assure la sécurité? Ce n'est pas l'État. Et l'État le fait au nom de quoi? De la loi, Bachir. Comment l'État peut protéger une organisation comme ça, au nom de la loi? Cette organisation s'amuse à faire la promotion de l'illégalité, y compris du démantèlement de la légitimité légale de l'État. Donc je vous dis que vous avez affaire à une ONG de mercenaires. Ce ne sont pas les droits de l'homme, Bachir. Moi, je voudrais apporter tout mon soutien à l'armée du Cameroun d'abord. Soutien total. Une grande armée pour un grand pays. Une armée qui est l'une des rares au monde actuellement, qui mène la guerre sur plusieurs fronts et qui tient. Et évidemment, son commandant en chef, le président Biya. Moi, je ne pose pas la question anglophone, ça ne m'intéresse pas. Posez quelle question? Nous posons la question de la libération du Cameroun. Laissons le droit à ceux qui revendiquent une identité, alors que les patrons de cette identité vous disent que ça ne vous appartient pas. Qui ont appelé les anglophones natifs, indigènes? Ce ne sont pas les Anglais? Les Anglais estimaient que les anglophones là ne sont pas dignes d'être anglophones. Le document existe et on va les sortir. Les anglophones disaient à ces gens, vous n'êtes pas dignes d'être anglophones. Ils les appelaient natifs, indigènes. C'est ce que veut dire indigène dans le langage géopolitique, indigène, sous-homme. Donc si les gens revendiquent ce statut, c'est leur problème. Ça ne me regarde pas. Si les anglophones étaient des gens sérieux, Mme Manuela Siké, c'est devant les ambassades anglaises qu'ils iraient manifester. Parce que c'est l'Angleterre qui a refusé tout ce qu'ils auraient pu avoir. L'Angleterre. La troisième fois, les anglophones qui a refusé. Qui a refusé? Et les documents existent. Ce sont les Anglais. Ils sont les Anglais. C'est l'Angleterre qui a bloqué toutes les perspectives qui auraient pu satisfaire
ce que vous appelez revendication anglophone. Monsieur Ayouk a été arrêté, hein. Il a parlé, hein. Mais comme c'est un dossier d'État, pour l'instant, on ne le dit rien. Ouais. Mais nous sommes informés. Le moment venu, nous respectons l'État, on ne dit rien pour l'instant. Le vrai chef sécessionniste qui se cachait est sorti du bois. L'ambassadeur américain n'est que le représentant de l'État qui est derrière les sécessionnistes, les Américains. Il a établi que vous avez les snipers qui, depuis les forêts des arbres, tirent. Mais alors, il savait le matériel de ce matériel qu'on nous montre là, qu'on peut tirer à distance comme ça, et atteindre les militaires. Bientôt, vous allez voir, les informations sortiront, et vous allez voir le vrai matériel de ces gens-là. Quand les Manjalo commencent à le dire, c'est qu'en réalité, ce matériel est déjà là. Est déjà là. On est dans le codage géopolitique. C'est déjà là. Et on est en train de dire au président que, bon, ok, comme tu ne veux pas céder, on passe à l'étape supérieure. Comme tu construis ton alliance avec Buhari au Nigeria, nous on est déjà sur le terrain, on est en train de travailler pour le faire partir. Et ceux qui viendront vont oublier la dette que le Nigeria a à l'égard du Cameroun pour que les sécessionnistes aient une base arrière. On sait ça. Les Camerounais qui jouent avec le pays doivent faire attention. Dites-moi si le Cameroun peut héberger seulement 3 Américains qui officiellement disent matin, midi, soir qu'il faut détruire l'Amérique, qu'il faut démanteler un État américain pour le séparer des États-Unis. Dites-moi si ça dure seulement 2 jours. Les Américains vont laisser faire, Madame Vanessa. C'est possible ça? Mais on nous dit qu'il y a une diaspora aux États-Unis qui finance la sécession. Et ils sont tranquilles aux États-Unis. Projet, ils ont des soutiens partout. Partout. C'est pas un petit projet. Même les gens qui sont au pouvoir, parmi, il y en a là qui sont dedans. On ne peut donc pas dire, Madame Vanessa, que le Cameroun est indivisible. Et en même temps, ne pas tirer les conséquences juridiques et constitutionnelles de l'inégalité absolue du projet sécessionniste. À partir du moment où on considère que c'est un projet illégal de façon absolue, il n'y a aucun soutien à apporter à ces gens. Ça, il est clair et net. Les Américains soutiennent ces gens. Ils ne sont pas les seuls. Enfin, aujourd'hui, sur le terrain, il y a eu un basculement qui est important. Vous voyez, dans l'opinion aujourd'hui, dans ces 2 régions-là, il est de plus en plus admis et établi que ce n'est plus l'affaire là, ce n'est plus la guerre pour l'indépendance. C'est la guerre contre les anglophones. Et regardez les journaux, les titres des journaux qui paraissent dans ces 2 régions-là. Les lignes éditoriales, la titrée des journaux, vous voyez, il y a un basculement terrible. Ce n'est plus comme hier. Ce n'est plus comme il y a 6 mois. Aujourd'hui, les titres sont centrés sur la question que, mais vous êtes qui finalement? Vous êtes, c'est-à-dire que vous tuez les anglophones. Aujourd'hui, il y a des procédures engagées pas par l'État du Cameroun, par des, entre guillemets, les sociétés civiles de ces 2 régions-là, jusqu'aux États-Unis, pour poursuivre les leaders sécessionnistes. Vous voyez donc que toute cette dynamique-là crée un environnement désormais, un environnement moral qui n'est pas du tout favorable, n'est-ce pas, à ces groupes-là. Moralement, ils sont responsables. Politiquement, ils sont responsables. Parce que c'est eux qui ont déclenché cette affaire. C'est eux qui ont organisé. C'est eux qui ont organisé, structuré cette dynamique. À tous les niveaux, au niveau de la recherche des financements, de la recherche des parrainages à l'étranger. C'est eux qui ont structuré. C'est eux qui ont fourni le récit politico-historique qui justifiait, n'est-ce pas, la sécession. Bon, par exemple, le cas de M. Ayouk, il s'est proclamé ouvertement devant tout le monde comme étant le président de cette république. À partir du moment où ces gens-là, ces chefs terroristes, n'est-ce pas, sécessionnistes, commencent à dire non, ok, déposez les armes, arrêtez, quand ils commencent à dénoncer des exactions, même pas, les cruautés, les crimes, n'est-ce pas, entre guillemets, de leur armée, de leur branche militaire, c'est une évolution à prendre en compte, vous comprenez? Ça veut dire qu'ils commencent, ils se dissocient. Et ils disent, en fait, ça peut dire que non, ce que vous faites là, ce n'est plus un autre nom. Tous ces jeunes-là qui ont été embarqués dans cette affaire, qui ont été habitués à fumer la drogue pendant des années, à se droguer, à se livrer à la chiromancie, à des actes cruels, de manger des choses, boire du sang, faire des crimes. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Vous voulez qu'ils fassent quoi après? Il va falloir un travail terrible, n'est-ce pas, de psychologique, de réarmement moral, de délivrance, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, de radicalisation qui a amené pour qu'ils deviennent des gens normaux. C'est pour ça que le président a vite compris ça et a mis sur pied le DDR pour les accueillir. Quand une sécession échoue, ça dérive, n'est-ce pas, vers le banditisme à l'état brut, n'est-ce pas, la cruauté, n'est-ce pas, le délabrement mental, la cruauté, tout ce qu'on a pu voir là dans notre région là. Mais vous ne pouvez pas dire à des gens, sur qui vous n'avez aucun contrôle de poser les armes, vous les parlez en tant que qui?
Pour dire aux gens arrêtez, vous devez être conscient vous-même que vous avez de l'autorité sur eux. Sur le plan militaire, ces gens ne peuvent pas faire face à l'armée du Cameroun. C'est connu, c'est établi. Il n'y a pas match. Ils ne peuvent pas. Quand le président analyse du haut de son expérience, lui qui est dans l'administration camerounaise depuis combien d'années? Depuis très longtemps. Qui connaît les ressorts de cette situation? Quelle analyse de ça? Il a fait le choix de la pédagogie. Il a fait un choix de parents qui continuent à tendre la main à ses enfants, à dire déposez les armes, revenez. Mais il a prévenu aussi dans son discours en disant que si ce n'est pas fait, je vais ordonner qu'on vous neutralise. Donc jusqu'à présent, comme je l'ai dit, on n'est pas encore dans la neutralisation. On est dans ce que j'appelle le maintien de l'ordre d'un niveau supérieur. J'ai toujours dit ça ici. Lorsque l'armée française, terroriste et impérialiste, avait décidé d'en finir avec le mouvement épéciste, mais on a vu les méthodes qui ont été utilisées. C'était terrible. Hein? On a créé des zones, on a décrété l'état d'urgence, c'était l'état d'exception. On a décidé de créer des zones de pacification. Vous comprenez ça, non? Des OPAC. On a demandé aux populations de sortir du village. Sortir! Avec un délai. Et de passer dans ces zones-là. Et on a fait quoi? On a bombardé, on a pas le feu. Ils ont déversé le feu dans ces régions-là. Vous voyez? Mais est-ce que vous avez vu l'armée du Cameroun faire ça? Ça n'a jamais été le cas pour l'armée du Cameroun. Quand le président dit si vous continuez à vous neutraliser, par neutralisation, on vous met hors d'état de nuit. Regardez quand on les arrête, qu'est-ce qu'on fait? On les met en prison et ils sont bien entretenus. On ne les tue pas. C'est lorsque le militaire est en situation de légitime défense, n'est-ce pas, il tue. Moi, le président Balakari, je connais les capacités militaires de mon pays. Hein. Et il y a des capacités que beaucoup de gens ne connaissent même pas. Donc il y a des types de trucs que si on déploie dans ces zones-là, ça va être réglé très rapidement. Mais le président a choisi de ne pas procéder comme ça. L'État tient à sa parole. Ceux qui ont déposé les armes, ils sont tranquilles. Ils sont dans le DDR, on essaie de les reconvertir, de les ramener dans la vie civile. C'est-à-dire on fait semblant de soutenir les Amazoniens. Mais en réalité, on souhaite leur défaite militaire. Parce que ce sont des concurrents politiques. On ne voudrait pas, on voudrait que non, qu'ils fassent le sale boulot. Ils prennent des coups, n'est-ce pas? Mais après, quand il faudra maintenant faire la politique, ils ne viennent pas s'asseoir à la table de négociation. Il faudrait que c'est les partis politiques, n'est-ce pas, les hommes politiques, qui, n'est-ce pas, entre guillemets, nous avons défendu votre cause. Mais quand il faudra s'asseoir, monsieur, mettez-vous derrière nous ou bien fichez le camp. C'est ça le cynisme qu'il y a derrière la démarche des partis là qui font semblant de défendre les anglophones, qui parlent des cris d'anglais. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que ça a été compris au niveau, entre guillemets, des anglophones. Ça a été compris. Vous voyez de plus en plus de voix se lever pour dire, monsieur, ne vous mêlez pas cette affaire. Ces leaders-là ont compris. Qui dit là, ces partis-là afficher le camp. Nous, on va discuter directement avec l'État du Cameroun. Vous vous rappelez ici, élection présidentielle, les gens ont assimilé ça à l'UPC. Il y a des gens qui appellent pour dire que non, à comparer ça à l'UPC. C'est comme à l'UPC. Bon, maintenant, jouons un peu leur jeu. Comment les Français appelaient les UPCistes? Ils appelaient les bandits, les terroristes, les chiens, les criminels. Le vocabulaire qui était usité par la France pour qualifier les patriotes camerounais, mais dans le fardeau, Mme Manuela Siké. Donc quand on assimile, quand on a voulu assimiler ces gens-là à des patriotes, y compris le combattant à l'UPC, vous voyez comment la France, elle traitait alors les UPCistes. Et les mêmes gens qui font ces comparaisons vont par derrière demander le soutien de la France pour prendre le pouvoir. Vous voyez le cynisme? Vous voyez à quel jeu on joue? Le but de la propagande sécessionniste, c'est de montrer aux gens que non, nous on se bat pour une cause. Vous voyez? On a bricolé un récit de l'histoire. On a trafiqué l'histoire. Quand on parle de l'histoire, on commence l'histoire en 61. Et c'est fait exprès. On fait croire que le conflit est né en 61. Que l'origine, 61. On ne parle jamais du partage criminel opéré par la France et l'Angleterre sur le Cameroun. Ils se sont partagés le Cameroun. Sur quelle base? On a menti aux gens en trafiquant l'histoire du Cameroun pour donner un récit qui correspond, n'est-ce pas, à la démarche des criminels, des bandits, des mercenaires, qui étaient dans une démarche de gangster, c'est-à-dire vendre une région pour se faire de l'argent. Les gens ont voulu seulement devenir riches. Allez voir le train de vie de ces leaders-là aux États-Unis aujourd'hui. Allez voir le train de vie. Vous voyez que leur problème, c'était s'enrichir. Quand vous regardez les maquisards épécistes, vous ne verrez jamais les patriotes épécistes à l'époque vivre ce genre de vie. Ernest Ouandji a fait 10 ans au maquis, il mangeait les racines. Il était en Guinée là, reçu comme président, il était comme chef d'État en Guinée. Il était tranquille.
Touré. Il est rentré ici, quand il avait décédé. Il a pris les rênes du maquis au Cameroun. 10 ans dans la bourse nourrissant de Racine. Vous voyez comment les gens sont près du peuple. Ils sont en cohérence avec la population avec laquelle, n'est-ce pas, comment on dit ça, ils fraternisent en termes d'idéaux. Mais vous voyez, les gens sont à distance aux États-Unis. Ils ont les piscines. Ils dorment en boîte tous les jours. Ils boivent, ils s'amusent, ils mènent la Java. Et ils créent le chaos et la terreur dans une région. Vous voyez la différence? Ils ont menti aux populations. Ils leur ont dit non, vous serez tous riches. Nous serons un petit Koweït. Chacun de vous aura une maison. Vous aurez par mois, cadeau de la part d'État. Vous aurez par mois 100 000 francs cadeaux dans les poches. Sans compter l'école gratuite. On sera dans un paradis ici. N'ont jamais menti au Cameroun. Ils ont dit la vérité, c'est l'indépendance. Et il faudra se battre pour l'acquérir. Si vous avez un projet sérieux pour les populations de votre région, maintenant, c'est que vous les infligez ce qu'on voit là. Vous les infligez ce qu'on voit là-bas. Regardez le traitement qui est réservé aux anglophones, entre guillemets, qui ne sont pas d'accord avec ces gens-là. Regardez. Égorgement, incendie de votre maison, viol, assassinat, raquette. C'est ça c'est ça, les gens pour qui vous travaillez. Parce que les vrais guérillas sont protégés par leur population. Les vrais guérillas ne peuvent pas, c'est-à-dire porter atteinte à la dignité des populations pour lesquelles elles sont censées se battre. Dans l'histoire, ça n'existe pas. Les gens qui accusent le gouvernement camerounais de violer les droits de l'homme, de tuer, d'être une dictature féroce et tout, les mêmes gens-là, ils croient vraiment aux droits de l'homme et à la démocratie et ils ferment les yeux sur les crimes ambazoniens. Quel est le sort que les ambazoniens réservent dans ces deux régions à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux? Mais quand les ambazoniens attrapent quelqu'un qui ne passe pas comme eux, ils coupent la tête, bon Dieu. Ils émasculent la personne, bon Dieu. Ils brûlent sa maison. Monsieur Ayou Tabé est vivant. Beaucoup d'ambazoniens qui ont été arrêtés par l'État du Cameroun sont vivants. Mais est-ce que reconnaître ça, c'est trop demander à ceux qui ne sont pas d'accord avec l'État du Cameroun? Il n'y a qu'un respect des droits de l'homme et de la démocratie en Ambazonie. Moi, je pose la question. Le gouvernement camerounais, au moins, arrête M. Ayou Tabé, l'enferme et le nourrit. Il est gros. Il paraît que là-bas, il fait les anniversaires. Bakassi, là, c'est dans l'Ambazonie aussi. Le Northern Cameroun, pourquoi vous n'en parlez jamais? C'était aussi un territoire du Cameroun. Bon, où est le Northern Cameroun? Les gens demandent le Southern Cameroun. Ils ne parlent pas du Northern Cameroun. Mais tout ça, ça montre à quoi on a affaire. Quand à un moment donné, on réprime sévèrement, entre guillemets, les traites, oui, ça arrive dans les guérillas. Mais quand on généralise la terreur, c'est-à-dire qu'on massacre les gens, qu'on pille, qu'on tue, qu'on raquette, qu'on viole, on n'a jamais vu ça. Dans les guérillas, vous allez en Colombie, vous allez voir qu'à un moment donné, même les guérillas créent de grandes activités économiques dans la région pour montrer qu'elles sont vraiment assises. Elles créent des grandes activités économiques, des plantations, des hôpitaux, tout ça, pour offrir des services aux populations. C'est le cas de ces gens-là. Regardez c'est le cas de ces gens-là. Pas du tout. Parce qu'il y a autre chose derrière. On croyait qu'en 2 temps, ça va aller très vite, bim, on prend l'affaire. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à terroriser, à couper les têtes, à tuer tous ceux qui voient dire le contraire. On croyait que ça n'allait pas durer. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Et le vrai visage apparaît. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons affaire, de manière à ce que le mot terroriste convient. On n'a pas affaire au séparatisme. Il faut arrêter ça. C'est pas ça. On n'a pas affaire à ça. Vous avez affaire à du terrorisme, au brigandage, au banditisme. C'est ça qu'il y a à faire. Il n'y a pas de racine historique au Cameroun qui peut justifier le séparatisme. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Les gens qui sont dans ces deux régions-là, ils sont anglais depuis quand? Ce sont des Bamileke. Ce sont des Sawa. Ce sont des Bassa. Vous comprenez? Voilà qui on a affaire. Voilà leur vraie identité. Tous ces problèmes que nous avons là, c'est l'ONU qui a créé ça. La France et l'Angleterre, en toute sauvagerie, ont dépiécé le Cameroun et ils sont partagés ça. C'est pour ça que c'est une malédiction de voir que des gens peuvent s'appuyer sur un tel contentieux pour revendiquer une identité historique. C'est quand même terrible. Et les gens légitiment un crime des crimes pour justifier la sécession. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. C'est maudit dès le départ. Il n'y a jamais eu 2 États au Cameroun. C'était un État avec 2 territoires. Jamais vu, hein? 2 États avec 2 territoires. Une partie aux Anglais et une partie entre guillemets aux francophones. C'était un État à l'ONU. Et à la fin, on veut que l'ONU remette le Cameroun comme il l'avait trouvé.
obéissent, écoutent ce que Oumyobé et les patriotes camerounais étaient en train de leur dire. Vous comprenez? Maintenant, si nous avait fait ça, il n'aurait aucun problème aujourd'hui. On oublie ça. Combien de patriotes sont morts dans les régions dites anglophones pour ce pays? À l'époque, combien? Et des chefs, hein? Des grands chefs. Une des plus grandes résistances de l'histoire du Cameroun, c'est au nord du Cameroun. Face aux Allemands. Vous me demandez comment est-ce que des gens peuvent piétiner tout ça pour venir nous réduire à des choses comme ça. Des gens qui sont en même temps Bamileke, Bassa, Douala, tout ce que vous voulez, et qui sont anglophones. Et ils n'ont aucun village en Angleterre. Quand ils portent leurs habits traditionnels, ben, ce sont les vêtements anglais, ce sont les vêtements de lord anglais. Le Cameroun est appelé à jouer un rôle supérieur à celui de la France, je vous le dis, de l'Angleterre, même des États-Unis, dans l'histoire de l'humanité. Nous, on le sait. Ils le savaient. Ils ont dit les gens aussi là. Pour les tenir, créons ce problème de partons. Comme ça, ils vont dépendre de nous éternellement. Ils seront tous les jours devant l'ONU et nous on va les manipuler. Pour prendre toutes leurs richesses et les détourner de leur vocation historique. En 40 ans, De Gaulle vient ici. Il déclare le Cameroun pays indépendant. C'est écrit dans les documents, Mme Maniola Sike. Oui. Donc, notre pays, le Cameroun, aujourd'hui, alors nous parlons, nous avons retrouvé les assassins de Mme Aya Faure. Ils étaient assis comme ça, ils se demandaient où ils étaient. Il n'y avait pas la drogue dans leur tête, ils ont retrouvé la lucidité. Ils étaient assis pensifs. Et vous voyez bien que ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'on a même fait? Qu'est-ce qui nous a pris? Vous vous rendez compte? Voilà un pays, voilà comment nous on traite ces gens-là quand on les arrête. Ils n'ont pas été décapités. On ne les a pas émasculés comme ils ont fait à cette brave dame, symbole de tout le Cameroun. Tu comprends? Oui. On les a bien pris. On les met sous soin là. Et on va bien les traiter, hein, pour qu'ils redeviennent normaux. On va les déradicaliser, on va les guérir de leur excès de drogue, on va essayer de voir si on peut les délivrer de toutes les cruautés qu'ils ont faites. Vous ou pas, les Camerounais sont en train de vont tirer les leçons de cette affaire et voir que non. Il faut développer la camerounité au détriment de l'anglophonie et de la francophonie. Ces choses-là qui doivent être extrêmement secondaires. Quand on parle Cameroun, eh bien, ça sera la faveur de cette crise. L'armée camerounaise va encore sortir plus renforcée en matière d'opérationnalité, en matière d'expérience de gestion de crise, en matière de gestion, n'est-ce pas, de ce type de situation à la faveur de cette crise. Vous comprenez? Donc, le Cameroun va sortir gagnant. Il est en train de sortir gagnant. Parce que, n'est-ce pas, le président, une fois de plus, a su faire preuve de tact, a su faire preuve d'intelligence, du sens de la pédagogie pour sauver l'essentiel. Qui peut nier la dynamique dans ces régions-là? Je vous dis que de plus en plus, l'armée remporte des victoires. Et c'est pas fait une journée sans qu'il y ait un camp qui a été démantelé, sans qu'il y ait des ambassadeurs qui ont été arrêtés, sans qu'il y en ait qui ait déposé les armes. Personne ne peut soutenir les gens là. Même leurs parents, non, on ne vous connaît pas. Alors qu'au début, ils étaient ensemble. Pourquoi? Le sens de la pédagogie du président. Son intelligence et son tact ont permis de venir à bout, de retourner la situation. Vivement que l'affaire finisse, que la paix revienne dans ces régions, que les familles vaquent à leur occupation et que, n'est-ce pas, nous occupons les choses aussi. Voilà. Le secret de la paix au Cameroun. Là, je parle aux Camerounais qui nous écoutent. Le secret pour s'en sortir, c'est d'intégrer le président Biya pendant qu'il est vivant comme étant un acteur majeur de sa succession. C'est le secret au Cameroun pour réussir. Tant que vous allez vouloir changer le Cameroun, gérer cette transition en écartant cet homme ou bien en faisant de lui les niénis, vous passerez à côté. Que Dieu nous aide pour comprendre ça. Amen.